La qualité de vie des populations. Nous intervenons en finançant des projets, bien sûr, mais nous intervenons aussi en apportant du conseil au gouvernement. Et depuis quelques années, de plus en plus, la Banque mondiale travaille non seulement avec les États, mais aussi avec la société civile, avec les ONG, avec le secteur privé, avec le monde académique. Donc voilà ce que fait la Banque mondiale. Nous intervenons dans plusieurs secteurs. Les infrastructures, l'éducation, la santé, nous faisons des routes, nous finançons des aménagements hydro-agricoles, nous finançons la lutte contre le sida. Donc nous sommes une institution de développement qui, je dirais, balaye assez large, qui a, disons, comme avantage comparatif le fait qu'elle travaille bien sûr sur l'ensemble des 6 continents de ce monde et qui peut apporter une expérience, disons, globale qui peut vous dire ce qui se passe pour gérer les marchés de l'eau au Chili par exemple, quelles ont été les bonnes expériences dans la gestion du système éducatif dans des pays comme la Tunisie. Vous avez défini ce que vous faites, mais je n'ai pas entendu parler de l'aspect politique. Ça, vous n'êtes pas concerné. Alors, il est bien évident que la politique est liée au développement. Sans paix, sans stabilité politique, quand une nation est en situation de conflit, il est bien évident que la Banque mondiale ne peut pas jouer son rôle, ne peut pas faire l'accompagnement qui est nécessaire pour apporter le développement. Mais pas seulement la Banque mondiale. Les investisseurs ne viennent pas là où les pays sont en conflit, par exemple. Mais notre mandat premier, bien sûr, est d'accompagner les gouvernements dans leur programme de développement. Il y a d'autres institutions qui ont un mandat, disons, un peu plus politique que celui de la Banque mondiale. Il y a une certaine division des tâches, comme on aime bien le dire, entre, par exemple, le système des Nations Unies, les bilatéraux, les pays qui ont des coopérations bilatérales avec les pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, et le rôle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui est un rôle, bien sûr, très spécifique. Mais, Monsieur Mandani, vous ne l'avez pas dit, mais nous le savions. Vous êtes en Côte d'Ivoire depuis 2008. Nous savions également que vous avez joué un rôle éminemment important dans le PPTE. Nous n'en parlerons pas ce soir. Ce que nous voulons surtout comprendre, c'est que depuis le 28 novembre 2012 à Abidjan, en présence de Madame Henriette Dagri-Diabaté, la grande chancelière, vous avez lancé les consultations sur le genre. Premièrement, quelles sont les motivations? Très bien. D'abord, la question du genre est une question qui nous intéresse en premier chef. Une nation ne peut pas se développer en écartant, si vous voulez, la moitié de sa population. Aujourd'hui, toutes les statistiques indiquent que 50% et peut-être un peu plus même de la population ivoirienne, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, sont des femmes. Il est bien évident que ces femmes ont un rôle important à jouer, d'abord au sein de la famille, mais au sein de l'économie, au sein de la structure éducative, etc., etc. La Banque mondiale, après avoir lancé un certain nombre d'études, a constaté que la question du genre en Côte d'Ivoire et ailleurs, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire que nous avons constaté cette situation, méritait une attention particulière et qu'il était important de rappeler aux uns et aux autres le rôle essentiel que la femme peut jouer, non seulement dans la société, mais dans le développement économique afin que la nation tout entière puisse tirer pleinement profit donc du rôle essentiel de la femme. Donc ces consultations, nous les avons lancées pas le 28, mais bien avant, par un débat qui s'est tenu à Abidjan, je pense que c'était au mois de mai dernier. Et lors de ce débat, il est apparu que la question des femmes ne pouvait pas se limiter à un échange entre des femmes à Abidjan et la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire ne se résume pas à la seule ville d'Abidjan. Mais merci de le noter. Voilà. Donc nous avons voulu lancer le débat à Abidjan avec ce que je pourrais appeler un collectif de femmes leaders, donc des femmes dans tous les domaines, des femmes qui viennent du monde académique, des femmes juristes, des femmes commerçantes, des femmes leaders dans les mouvements associatifs. Et il nous est apparu, bien sûr, évident qu'il était important d'amener ce débat au niveau des régions. Donc notre présence ici à Bouaké s'inscrit
très largement dans ce contexte-là. Nous allons non seulement échanger avec les femmes de Bouaké, mais sur les 6 prochains mois, nous allons échanger avec les femmes des autres grandes régions de Côte d'Ivoire pour essayer de recueillir le maximum, si vous voulez, non seulement de conseils, mais de préoccupations de ces femmes, afin d'établir donc avec ce collectif élargi de femmes, ce qu'on pourrait appeler une feuille de route, pour voir comment avec les autorités, avec l'ensemble des bailleurs de fonds, on peut accompagner donc les femmes dans leur mission essentielle, qui est la contribution au développement de leur nation. Alors, l'objectif premier de votre projet important réside dans le fait qu'il faut amener les femmes à atteindre une plus grande implication dans la vie sociale, politique, économique. Au-delà de ces ateliers et au-delà de ces considérations, pourrait-on dire concrètement, comment cela va-t-il se mesurer? Je pense que d'abord, il y a bien sûr ce qui est attendu des femmes, mais avant de demander aux femmes de jouer pleinement leur rôle, il faut aussi mettre le doigt sur les contraintes auxquelles font face les femmes aujourd'hui. Que ce soit au niveau, encore une fois, de la cellule familiale, que ce soit au niveau des opportunités économiques qui sont offertes aux femmes, que ce soit au niveau du système scolaire, au niveau du système sanitaire, il y a un certain nombre d'handicaps, de goulots d'étranglement importants qu'il faut lever pour que les femmes puissent effectivement jouer pleinement le rôle qui est attendu d'elles. Donc l'idée de ces consultations, c'est aussi de les écouter sur ces goulots d'étranglement, sur ces difficultés qui ne sont pas les mêmes dans toutes les régions. Il y a des quartiers à Abidjan où les femmes se lèvent à 3h, 4h du matin pour faire la queue pour pour obtenir de l'eau, pour les besoins de la famille. Il est bien évident que la réponse à ceci, c'est de mettre en place non seulement des programmes d'adduction d'eau, de mettre à disposition de l'eau potable, mais une fois que vous avez mis à la disposition de ces femmes de l'eau potable, vous n'avez peut-être pas résolu leurs problèmes d'opportunité économique, vous n'avez pas résolu les problèmes liés au système éducatif, etc. etc. Donc l'idée, c'est vraiment de voir le menu des contraintes auxquelles les femmes font face, afin d'identifier les solutions qu'il faut mettre en place et accompagner financièrement, non seulement par la Banque mondiale, les autres partenaires, mais aussi par l'État, encore une fois, avec l'objectif essentiel qui est celui de faire en sorte que la femme puisse véritablement exercer pleinement les fonctions et disons les compétences qu'on leur reconnaît sans handicap aucun, et qu'elle contribue véritablement à créer la richesse nationale, à favoriser l'épanouissement de tout le monde, au niveau de la famille d'abord, mais au niveau de la société en général. C'est un atelier qui va durer un jour. Premièrement, quels sont les critères qui ont prévalu sur le choix des femmes? Nous avions toujours peur que les personnes qui sont choisies ne sont pas des personnes qui appartiennent seulement qu'à la Côte d'Ivoire d'en haut. Et que la cible, les profils qui ont été définis ne sont pas forcément ceux auxquels vous attendiez en tant qu'institution internationale. Avez-vous l'assurance que ces dames, merci de les recevoir d'ailleurs, de les écouter déjà, est-ce que ces dames-là répondent parfaitement au profil que vous attendez? Écoutez, je pense que c'est une très bonne question. La Banque mondiale ne définit pas les profils des femmes qui sont invitées. Nous facilitons la tenue de cet atelier, bien sûr nous le finançons, mais le collectif qui a été mis en place à Abidjan, donc de femmes, encore une fois, de domaines divers et variés, connaît, disons, ont des représentantes dans les différentes régions. Certaines vivent à Abidjan aujourd'hui, mais ne sont pas d'Abidjan. Et c'est à travers tous ces échanges qui ont eu lieu à Abidjan qu'il a été décidé de se rapprocher des régions et de consulter encore une fois au niveau des régions la panoplie de femmes encore une fois dans des domaines divers et variés que l'on peut retrouver au niveau des régions. Je n'ai pas d'inquiétude par rapport à la représentativité des femmes qui seront dans la salle. Encore une fois,
il y aura très certainement des femmes qui ont une activité économique, il y aura des femmes qui ont plutôt un intérêt sur les aspects santé, éducation, il y aura certainement des femmes qui sont leaders dans des mouvements associatifs, il y aura des femmes paysannes. On souhaite effectivement que ces femmes soient assez représentatives, encore une fois, de la problématique qu'elles vivent au niveau de cette région, qui sera complémentaire de la problématique qu'on va découvrir lorsque nous tiendrons les mêmes consultations au niveau de Man ou de Touba ou de Bondoukou ou de Ferké. Vous savez que Bouaké est une ville particulière pour avoir été le bastion de ce que vous saviez de ce pays dans lequel vous êtes depuis 5-6 ans. Est-ce que vous avez tenu compte de cette spécificité quand Bouaké, nous le savions, est resté 10 ans, peut-être un peu plus, hors de la République? Écoutez, Bouaké est une ville extrêmement importante et stratégique en Côte d'Ivoire. Historiquement, c'est une ville dont la renommée a toujours dépassé les frontières. Moi, je suis venu à Bouaké la première fois en 1980, j'étais étudiant aux États-Unis. À l'époque, je suis venu en vacances en Côte d'Ivoire et j'ai fait Abidjan et Bouaké. Donc, c'est une ville connue, qui a connu bien sûr une période difficile pendant la crise, comme beaucoup de villes en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut tirer les leçons de cette période difficile, mais à mon avis, la Côte d'Ivoire ne pourra pas atteindre son plein potentiel en mettant de côté une ville comme Bouaké, qui est quand même une ville potentiellement riche. C'est la deuxième ville la plus peuplée, c'est une ville carrefour. Donc il est important que l'on puisse venir à Bouaké, mettre autour d'une table les femmes de Bouaké, de la région de Bouaké, voir quelles sont leurs préoccupations et les traiter au même titre que l'on traite les problèmes des femmes à Abidjan et d'autres régions. Donc on sait que c'est une ville qui a très certainement un passé récent difficile. Il faut encore une fois tirer les enseignements de ce passé, mais il faut aussi mettre sur la table non seulement les problèmes que l'on peut enregistrer, mais aussi les potentialités, et dire aux habitants de Bouaké, voilà, si vous vous mettez ensemble, si on travaille ensemble, si on est la main dans la main, si on ramène la normalité, la stabilité, la paix, voilà ce que Bouaké peut devenir. Donc ça aussi, c'est un message que l'on souhaite faire porter lors de ces ateliers. Très bien, nous allons permettre également aux téléspectateurs de RTI Bouaké d'en savoir davantage sur la Banque mondiale. Dans un écrit de Walter Ouattara Amadou, voici le texte lu par Diarasouba Larsen. La Banque mondiale est une institution internationale en charge des questions de développement économique et de lutte contre la pauvreté. Son siège est à Washington, aux États-Unis. C'est après la signature de l'accord de Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944 que la Banque mondiale fut créée. Le 9 mai 1947, elle approuva son premier prêt, qui fut accordé à la France pour un montant de 250 millions de dollars. Il s'agit du plus gros prêt consenti par la banque. La Banque mondiale compte 185 pays membres et est dirigée par un conseil d'administration de 24 membres, dont 5 sont nommés par les principaux actionnaires, l'Allemagne, les États-Unis, la France, le Japon, le Royaume-Uni. La Banque mondiale a été conçue principalement pour aider l'Europe et le Japon dans leur reconstruction au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Avec le mouvement de décolonisation des années 60, la Banque mondiale se fixa un objectif supplémentaire, celui d'encourager la croissance économique des pays africains, asiatiques et latino-américains. Les objectifs de la Banque mondiale ont évolué au fil des années. Elle favorise aussi la création de très petites entreprises. La Banque mondiale a soutenu l'idée que l'eau potable, l'éducation et le développement durable sont des facteurs essentiels à la croissance économique et y a investi massivement dans les 10 projets. Dans l'ensemble, la Banque mondiale accorde des prêts à des taux préférentiels à ses pays membres en difficulté. Le président de la Banque mondiale est désigné par le gouvernement américain, les États-Unis étant le principal actionnaire de la Banque mondiale. Il est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable par le conseil d'administration. Désigné le 23 mars 2012, Jim Yong Kim est le 12e président de la Banque mondiale. Le groupe de la Banque mondiale s'occupe du développement économique à long terme. Elle est chargée de veiller aux grands équilibres monétaires et financiers. Retenons que le Fonds monétaire international, FMI, complète l'action de la Banque mondiale. Il prodigue des conseils et fournit des prêts temporaires aux pays en difficulté.
Les deux institutions collaborent activement pour réduire la pauvreté, mais elles ne sont pas prêtes à fusionner comme certains le souhaitent. Alors, monsieur le directeur, nous y sommes dans ce texte. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, je dirais que c'est un très bon texte. Effectivement, je vais juste revenir sur le dernier commentaire. La Banque mondiale et le Fonds monétaire ont des rôles complémentaires, n'ont pas les mêmes rôles. Le Fonds monétaire s'occupe plutôt de politiques macroéconomiques, suivi des politiques monétaires des pays, des politiques fiscales. Et la Banque mondiale intervient surtout pour financer des projets une fois que ces cadres macroéconomiques des pays sont stables. Donc c'est un rôle qu'il faut comprendre. Beaucoup de gens font l'amalgame entre les deux institutions, mais c'est deux institutions qui travaillent ensemble et qui ont des rôles très complémentaires. Alors, vous revenez de Korogo. Qu'est-ce que vous êtes allé faire? Alors c'est une visite extrêmement intéressante. Korogo est une région importante en Côte d'Ivoire. C'est une région où le coton est une spéculation qui a pris beaucoup d'importance ces 10-20 dernières années. J'étais allé pour discuter avec des producteurs de coton, voir un peu les difficultés, mais aussi les attentes, les espérances par rapport à ce que cette culture, une fois réhabilitée, restructurée et avec des prix peut-être un peu plus intéressants sur le marché mondial, peut offrir, encore une fois, à ces populations de cette région. Donc c'était des échanges extrêmement intéressants au niveau de certains groupements villageois et nous avons pu échanger non seulement avec les paysans mais aussi avec l'interprofession, donc des usiniers, des transporteurs et c'était des échanges extrêmement intéressants pour moi. Vous avez tiré des leçons? Je pense que le coton est un secteur difficile, plein de contradictions, souvent avec des intérêts divergents. Nous avons vu des paysans, par exemple, qui nous disaient, nous, on veut la compétition, on veut pouvoir vendre à qui on veut. Et en même temps, des usiniers qui disaient, mais si nous, on installe nos usines, on veut avoir quand même des garanties par rapport à la disponibilité de la matière première, donc du coton-graine. C'est tout à fait légitime. Alors, il faut trouver le juste milieu entre ces intérêts qui ne sont pas nécessairement complémentaires ou qui vont dans le même sens, mais qu'il faut satisfaire. Je veux dire, un coton qui n'est pas transformé n'a pas nécessairement la valeur ajoutée. Un usinier qui installe une usine, qui fait des investissements, qui emploie du personnel et qui n'a pas de garantie par rapport à la matière première, ça peut poser problème. Donc, il faut que toutes ces questions-là soient discutées au niveau de l'interprofession, avec l'accompagnement de l'État. Mais bien sûr, il faut que le paysan soit au devant, je pense, de la question et que les choses ne soient pas dictées, disons, depuis Abidjan pour le devenir de cette filière. Vous avez mené la même visite à Boaké, pourrait-on savoir? Alors, à Boaké, bien sûr, on a une visite extrêmement intéressante. Nous avons visité donc une unité de transformation de la noix de cajou, du groupe Olam, qui a consenti des investissements importants, qui crée beaucoup d'emplois dans la région. Je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'est un investissement qui est le bienvenu et qui a beaucoup de potentiel encore, qu'il faut encourager. La noix de cajou s'est développée de façon significative ces 15 dernières années. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier exportateur mondial de noix de cajou. Je pense que beaucoup de gens ne le savent pas. Merci, et ça, c'est important de le souligner. Mais 90% de cette production est exportée en vrac, c'est-à-dire à l'état brut. Alors, l'idée, c'est quand même de transformer le maximum de cette production en Côte d'Ivoire, en créant des emplois, en créant de la valeur ajoutée. Et l'exemple que nous avons vu ce matin, je pense, dans ce sens, à Boaké et à Kachola, est extrêmement intéressant. Vous avez rencontré également, je dis, les jeunes qui bénéficient de votre projet, du PAPC. Quelles leçons en avez-vous tirées? Alors, c'est une rencontre qui m'a vraiment marqué, parce que j'ai vu dans une salle des jeunes qui avaient été qui étaient impliqués dans le conflit, donc la crise à laquelle on faisait allusion, et à qui on a donné espoir, en déposant les armes, de pouvoir participer à des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Alors la problématique qui se pose au niveau de ces jeunes, bien sûr, c'est l'incertitude par rapport à leur futur. C'est vrai, ils ont un emploi pour 6 mois. Après, qu'est-ce qui se passe? Et là, je pense qu'il y a un message de vérité qu'il faut envoyer à l'endroit des jeunes. Aucun projet n'est éternel.
Un projet est là à un moment donné pour vous aider à sortir du trou, comme on dit, à vous donner un minimum de compétences, mais à ces jeunes de se battre avec les ressources qu'ils ont pu mobiliser pendant 6 mois pour peut-être après faire une petite affaire. Et j'étais très heureux de voir dans la salle, par exemple, que beaucoup, à partir de ces ressources, ont pu créer un petit business, certains un petit salon de coiffure, d'autres ont pris leur permis, ont aujourd'hui un travail de mécanicien ou de chauffeur, etc., etc., et arrivent maintenant à se prendre en charge. Alors, c'est vrai que eux se prennent en charge, mais le problème reste entier pour des centaines de milliers de jeunes qui, eux, n'ont pas eu cette opportunité. Donc ça, c'est notre défi à nous, aux autorités, aux municipalités, de voir comment trouver des solutions pour ces jeunes. Mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et le message a été profitez bien de l'opportunité que vous avez eue, parce que votre voisin du quartier n'a pas la même chose. Pendant les 6 mois. Dans votre maison, il y a des gens qui sont au chômage et vous avez une opportunité. Ne vous attendez pas à ce que la Banque mondiale soit là éternellement, à ce que le gouvernement soit là éternellement pour vous accompagner. On doit accompagner d'autres jeunes qui sont aussi ivoiriens comme vous et qui méritent aussi d'avoir ces opportunités. Monsieur le directeur, quel message avez-vous pour ces jeunes que vous aviez rencontrés, mais surtout pour la population de la région du Béquin, qui a toujours plaisir à vous recevoir, hein. Vous êtes déjà passé plusieurs fois dans le cadre de la justice, ça nous a fait énormément plaisir. Vous y êtes aujourd'hui. Quel message avez-vous pour ces jeunes qui ont certainement, avec votre présence, ont eu beaucoup d'espoir? Écoutez, moi je reviens à Bouaké toujours avec beaucoup de plaisir pour plusieurs raisons. D'abord, ici je prends le thé qu'on fait chez moi et je me sens un peu comme chez moi. Très bien. C'est une région qui a un potentiel extraordinaire. Je l'ai dit historiquement, c'est une ville qui a compté et je pense qu'il comptera demain. Les populations de Bouaké sont des populations entreprenantes. Je pense que dans un contexte de paix, de stabilité retrouvée, de sécurité, ces populations peuvent véritablement mobiliser tout leur potentiel, hein, et leur énergie créatrice, parce qu'elles l'ont fait par le passé. Aux jeunes, je dis, accrochez-vous, le monde devient de plus en plus difficile, il n'y aura pas de cadeaux. Vous êtes en compétition pas seulement avec les jeunes de Bouaké, mais avec les jeunes d'Abidjan, les jeunes d'Accra, les jeunes de Bamako, les jeunes de Bobo-Dioulasso. Et les opportunités ne sont pas nombreuses. Donc les plus sérieux vont réussir. Il faut s'attendre à des échecs. C'est ça la réalité aussi. Dans n'importe quel domaine de la vie, il y a des échecs. Il y a des gens qui rentrent à l'école ensemble, il y a d'autres qui réussissent, d'autres qui échouent. Il y a des gens qui font des affaires, il y a d'autres qui réussissent, d'autres qui échouent. Il ne faut pas s'attendre à une réussite totale pour tout le monde. Mais quand on échoue, il faut savoir se relever. C'est ça qui est important. En comptant sur ses propres moyens. Et ceux qui sont les plus dynamiques, les plus sérieux, les plus ambitieux, auront toujours en face des financements pour les accompagner, auront toujours en face un projet, une municipalité, une autorité pour les accompagner. Merci d'être passé. Faites-nous l'amitié de signer ce livre d'or. Je rappelle que nous avions beaucoup de plaisir à recevoir M. Mandani Tal, qui est directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin et le Togo. Monsieur le directeur, merci d'être venu. Je voudrais, au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission et au nom également de vos collaborateurs, vous dire merci. Merci et souhaiter vivement, et vous souhaitez surtout bon vent. Et que la Banque mondiale regarde de plus en plus Bouaké, que nous aimons tant. Merci et que nous continuerons à vous donner du thé, la taille, sans plaisir, avec beaucoup de plaisir. Merci, c'est terminé donc pour ce soir. Il me plaît de vous dire que le Dieu Tout-Puissant nous a permis de faire cette émission, comme il lui plaira certainement, de nous permettre de dormir et nous réveiller. Et nous réveiller, c'est un miracle qu'il accomplit chaque jour dans notre vie. Rendons-lui grâce afin qu'il nous couvre de ses grâces et de ses bénédictions en abondance. Bonsoir.
Afrique.